Je vais vous introduire rapidement. Donc bonsoir. Help. Does it work? Ok. Quand on maîtrise le son, c'est qu'on a tout maîtrisé. Donc bonsoir à tous. Monsieur le ministre, bonsoir. Bienvenue à l'UM6P, à son campus de Rabat. On est très heureux que vous ayez choisi de venir ici passer quelques moments. Vous avez devant vous un mélange d'étudiants, de professeurs of practice, des disciplines diverses et variées qui font du management, de l'économie, des politiques internationales, de la science politique, du computer coding, il doit y en avoir quelques-uns aussi, avec aussi des professeurs qui ont des backgrounds divers et variés dans les domaines de la recherche opérationnelle, des mathématiques, de la philosophie, du droit, de l'histoire. Vous avez aussi d'anciens ministres. Vous avez devant vous notre ancien ministre des Finances, M. Oualalou, qui a été celui qui a servi le plus longtemps, 10 ans de ministère des Finances, qui a été aussi maire de Rabat. Et puis un certain nombre d'autres collègues, donc un mélange de praticiens et d'étudiants. Monsieur le ministre, on est très heureux donc que vous ayez choisi de venir passer un moment avec nous. Vous êtes ministre des Finances, mais vous avez une filiation littéraire, puisque vous avez passé du temps à Sciences Po et à Normale Supérieure. Nous avons d'ailleurs pas mal de lauréats de ces deux écoles ici, et nous avons un beau partenariat avec Sciences Po Paris, puisque nous recevons une trentaine d'étudiants par an de Sciences Po Paris et que nous en envoyons aussi à Paris passer un semestre. Je ne sais pas, est-ce qu'on a des étudiants de Sciences Po Paris ici? Voilà, 1, 2, voilà, 3. Voilà, donc vous aurez la priorité pour les questions, mais pas de débat franco-français. Voilà. Donc je ne vais pas trop tarder, vous allez nous parler d'une question qui nous intéresse et qui vous intéresse, une question de partenariat franco-marocain, partenariat de longue durée, partenariat historique, partenariat parfois cyclique, mais partenariat robuste, je pense, un enchevêtrement de relations personnelles, familiales, bien sûr officielles, et sur un sujet sur lequel on est tous deux intéressés, les deux pays, les questions d'énergie, sur lequel le Maroc a fait des avancées intéressantes, possède un gros potentiel, en particulier sur les énergies renouvelables, et l'énergie aussi qui est un défi très important pour l'Europe, comme on a pu le voir avec la guerre, les conséquences de la guerre en Ukraine sur les marchés énergétiques, et les demandes aussi des populations d'économies moins carbonées, baisse de l'intensité en énergie fossile de nos modèles de croissance. Ça concerne bien sûr l'Europe, la France, et le Maroc et l'Afrique en général. Ce que je vous propose, puisque vous avez un timing un petit peu serré, Monsieur le Ministre, c'est peut-être 15-20 minutes, et puis ensuite on essaye d'interagir avec la salle. Je vois quelques étudiants dans les starting blocks. On aura l'occasion de discuter. Donc encore une fois, mille merci d'être venu, bienvenue. Vous pouvez décider de venir ici ou de rester assis, comme vous le voulez. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Ministre, merci à Monsieur l'Ambassadeur, et merci surtout à toutes les étudiantes et tous les étudiants qui me font l'honneur et l'amitié de participer à ce rendez-vous, le premier que j'ai depuis mon arrivée à Rabat, au-delà des rendez-vous officiels. Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai fait de très longues études de lettres, effectivement, et j'aurais rêvé de faire des études dans des conditions pareilles. J'ai travaillé à la Sorbonne, je ne veux surtout pas critiquer la prestigieuse Sorbonne, mais des locaux aussi aérés, aussi lumineux, aussi modernes, c'est apaisant pour l'esprit, et je pense que ça permet d'ouvrir à la réflexion et à la sérénité qui est indispensable à la bonne réflexion. Donc, croyez-moi, vous avez beaucoup de chance de travailler dans cette prestigieuse université Mohamed VI Polytechnique. Je vais être très bref dans mon propos introductif. Je vais peut-être juste vous expliquer le sens de ma visite
et puis donner quelques indications sur le partenariat énergétique entre le Maroc et la France pour les années qui viennent. Le sens de ma visite, il est très simple. C'est mon 3e déplacement au Maroc, le 2e à Rabat, et je viens ici porter une renaissance des relations économiques entre le Maroc et la France. Inutile d'insister sur la force des liens qui nous unissent, l'amitié, la fraternité qui unissent les peuples marocains et les peuples français. Inutile de revenir sur un passé récent où parfois il y a pu avoir, comme il arrive dans la météo, quelques petits nuages. Ce qui compte, c'est l'avenir. Et l'avenir est à une renaissance de ces relations économiques entre le Maroc et la France. Ce sera bon pour le Maroc, ce sera bon pour la France, et je pense que ce sera décisif pour les continents africains et européens. Donc il faut se retrousser les manches, et il y a fort à parier, parce que je suis évidemment beaucoup plus âgé que vous serez les premiers bénéficiaires de cette renaissance des relations économiques entre la France et le Maroc. D'abord parce que c'est vous qui allez la porter, c'est à vous qui allez la traduire en actes, en décisions, en investissements, puis c'est vous qui allez la réorienter au fur et à mesure des intérêts, des besoins des peuples marocains et des peuples français. Dans cette renaissance, l'énergie va occuper une place fondamentale. Pourquoi ? Parce que l'énergie, et en particulier l'énergie décarbonée, va décider de l'indépendance des grandes nations au XXIe siècle. Elle va décider de la puissance des grandes nations au XXIe siècle. Qu'est-ce que nous avons appris à 2 reprises dans notre histoire récente ? En 1973 très précisément, puis en 2020. C'est que la dépendance en matière énergétique était une folie politique et conduisait à des situations intenables. En 1973, vous savez qu'à la suite du conflit au Proche-Orient, les pays producteurs de pétrole ont décidé d'arrêter les exportations de pétrole à destination des pays européens. Il s'en est suivi une crise économique majeure, une inflation comme nous n'en avions pas connue depuis plusieurs décennies, et des difficultés politiques partout en Europe. Malgré cela, certains pays européens ont fait le choix de poursuivre dans la voie de la dépendance. Et se sont liés les mains, non plus avec les pays du Golfe sur le pétrole, mais avec la Russie sur le gaz. Même cause, mêmes effets. Quand la guerre a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, et que nous avons décidé d'un embargo sur les importations de pétrole russe puis de gaz russe, immédiatement, les prix ont flambé, multipliés par 2, par 3, par 5, ouvrant une crise économique majeure en Europe et à nouveau une crise inflationniste qui a pesé très lourdement sur les populations européennes. La seule différence, c'est que cette fois-ci, nous avions l'euro, et donc nous avons réussi, parce que nous avions une monnaie commune, une banque centrale européenne, à maîtriser en 2 ans une inflation qui avait duré pendant plus de 10 ans dans les années 70. Quelle est la conclusion qu'il faut tirer de ces 2 crises successives ? L'histoire est toujours particulièrement importante pour comprendre comment bâtir l'avenir. Nous devons être indépendants en matière énergétique. C'est le choix du président de la République, c'est le choix du gouvernement français, et c'est ce qui doit être au cœur du nouveau partenariat énergétique entre le Maroc et la France, qui sera une des épines dorsales de cette renaissance économique que j'appelle de mes vœux. Et je commence justement par le nucléaire. Le nucléaire, c'est ce qu'il y a de plus sensible, de plus stratégique. Vous savez que c'est un domaine d'excellence de la nation française. Depuis la fin des années 60, avec une décision du général de Gaulle, reprise ensuite dans le plan Messmer, et que le président de la République vient de reprendre il y a 2 ans, dans son discours de Belfort, en annonçant la création de 6 nouveaux réacteurs nucléaires en France. C'est peut-être la responsabilité la plus lourde qui est sur mes épaules comme ministre de l'économie et de l'énergie. Garantir la réalisation de ces 6 nouveaux EPR qui vont commencer à être réalisés à partir de 2035. Eh bien, nous proposons, en fonction évidemment des libres décisions qui seront prises par le gouvernement marocain et par Sa Majesté le Roi, d'ouvrir la voie à une coopération scientifique et industrielle entre le Maroc et la France, notamment sur les SMR, qui sont des réacteurs de petite et de moyenne puissance, qui pourraient être particulièrement précieux
dans le royaume du Maroc où, comme vous le savez, l'énergie reste carbonée à 80%. L'énergie nucléaire, elle est disponible tout le temps, elle est disponible à un coût qui reste raisonnable, et les SMR, les réacteurs de petite puissance, permettent d'être parfaitement adaptés aux besoins d'une ville moyenne ou d'une industrie. C'est le premier sujet de coopération que je suis venu mettre à la disposition du gouvernement marocain en me rendant aujourd'hui à Rabat. Il y a un deuxième sujet, c'est l'hydrogène. L'hydrogène fait partie des choix stratégiques que nous avons faits dans le cadre de France 2030 avec le président de la République. France 2030, c'est le programme qui a été décidé par Emmanuel Macron pour financer un certain nombre de grands investissements pour les 10 prochaines années. Parmi ces investissements, il y a l'hydrogène. Pourquoi est-ce que nous avons choisi l'hydrogène? Pour une raison qui est simple. Nous avons des entreprises parmi les meilleures au monde en matière de production d'hydrogène. Je pense à Air Liquide, qui est une entreprise mondialement connue, mais je pense aussi à de plus petites entreprises comme Live, qui est installée à Belfort, qui fait un travail formidable sur une partie très spécifique des électrolyseurs. Travaillons ensemble sur la production et l'exportation d'hydrogène. C'est la deuxième proposition que je suis venu faire ici, à Rabat, au gouvernement marocain en matière de coopération énergétique. Et je pense que ce sera particulièrement profitable, parce que ce n'est pas une coopération où on arrive avec l'usine clé en main, vous la prenez, vous produisez, ça n'est pas intéressant comme coopération. Nous voulons une coopération d'égal à égal, de grand peuple à grand peuple, de grande nation à grande nation. Vous avez ici des ingénieurs, des scientifiques parmi les meilleurs de la planète. Nous avons en France des ingénieurs, des scientifiques parmi les meilleurs de la planète. Ben, travaillons ensemble. L'hydrogène, c'est compliqué à produire. L'électrolyse reste une science et une technologie particulièrement complexe. Mettons nos cerveaux et nos savoirs ensemble, mettons nos ingénieurs ensemble, mettons nos bâtisseurs ensemble pour faire de l'électrolyse ici, au Maroc, en coopération avec les entreprises françaises. Ensuite, il faut exporter cet hydrogène, sous une forme ou sous une autre, ça peut être de l'ammoniac, ça peut être de l'hydrogène. Là aussi, il y a des champs de coopération absolument formidables. Il y a des infrastructures à bâtir. Les infrastructures, ce sont des liens. Ce sont des ponts à grande distance. Quand vous bâtissez un gazoduc ou un transport d'hydrogène par gazoduc depuis le Maroc jusqu'à la France, en passant par l'Espagne, en traversant les Pyrénées, pour aller ensuite du côté de Fos-sur-Mer dans le sud de la France et relier ensuite jusqu'à l'Allemagne ou jusqu'à l'Italie. Vous créez un réseau de dépendance économique et donc d'amitié et d'intérêt politique. C'est vous qui allez le bâtir. Nous, on va commencer à le financer, mais c'est vous qui le bâtirez parce que ça prendra du temps. Mais c'est une des propositions sur lesquelles nous sommes prêts à travailler avec vous, avec le gouvernement marocain, avec les entreprises marocaines. Enfin, un dernier sujet de coopération, c'est évidemment l'énergie du soleil, l'énergie du vent, le solaire, les éoliennes. Je dois dire que lorsque j'ai rencontré le Premier ministre qui m'a fait l'honneur de me recevoir il y a quelques instants, et qu'il m'a dit le volume de foncier qui était disponible pour les champs éoliens ou pour les champs solaires, 1 million d'hectares. Pour moi qui peine à trouver quelques centaines d'hectares disponibles pour l'installation d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques en France, ça fait rêver. Utilisons là aussi cette production d'énergie décarbonée au Maroc pour instituer une coopération entre la France et le Maroc en matière de transport ou d'exploitation de cette énergie. Ça doit être au cœur de ce nouveau partenariat franco-marocain. Je donne un exemple très simple. Il y a un projet de liaison électrique entre Dakhla et Casablanca. La France est prête à participer au financement de cette infrastructure de transport électrique entre Dakhla et Casablanca. Je ne peux pas être plus concret sur notre disponibilité à travailler avec vous au développement d'énergie décarbonée entre la France et le Maroc, entre le continent africain et le continent européen. Je ne suis pas plus long parce que je veux qu'on ait le temps d'échanger très librement aujourd'hui en profitant de cet endroit absolument exceptionnel. Mais je voulais commencer par vous présenter cette stratégie énergétique parce que derrière ces choix économiques, derrière ces choix énergétiques,
il y a, et je reprends ce que je vous disais au début de mon propos, un vrai choix politique. On ne se lie sur l'énergie qu'avec les pays avec lesquels on est intime, proche et en confiance totale. Et c'est parce que nous sommes en confiance totale avec le Maroc, avec le peuple marocain, avec les ingénieurs, les scientifiques marocains, avec le gouvernement marocain, que nous sommes prêts à ouvrir cette coopération énergétique entre nos deux grandes nations. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Donc, un sujet d'intérêt, un sujet qui intéresse les jeunes aussi, un sujet avec des composantes intergénérationnelles, de responsabilité aussi. Donc, the floor is yours. Vous introduisez rapidement. Je me lève, sinon je ne vous vois pas. Oui. Monsieur. Merci, monsieur. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Smaïl Yaroubi, étudiant en deuxième année en sciences politiques, parcours relations internationales, ici à la faculté de gouvernance. Donc, Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Doyen, Mesdames et Messieurs, tout rang et position respectés. Tout d'abord, je tenais à vous dire bienvenue chez nous au Maroc, même si dans quelques mois, ce sera à votre tour de nous souhaiter la bienvenue chez vous, car comme l'a dit Monsieur le Doyen, certains camarades et moi iront à Sciences Po Paris pour notre semestre d'échange. Donc voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, ma question porte sur les effets de la guerre en Ukraine sur l'économie. En mars 2022, vous avez déclaré que vous alliez provoquer l'effondrement de l'économie russe. Mais il y a 3 jours, le Figaro annonçait que le rythme de croissance de la Russie va dépasser celui des grandes puissances cette année. Donc, par conséquent, comment vous envisagez de transformer cette crise en opportunité pour les économies ayant souffert de cette crise, que ce soit en Afrique ou en Europe, étant donné que l'économie russe semble bénéficier positivement de cette économie de guerre? Alors, merci de votre question et sentez-vous très libre sur vos questions, ça fera l'intérêt de nos échanges. Moi, je conteste formellement que l'économie russe puisse profiter de la situation. Je pense qu'il faut regarder un peu derrière ces chiffres de croissance, de dette, de déficit, quelle est la réalité de la situation de la Russie. Pourquoi est-ce que la Russie a de la croissance ? Pour une raison qui est très simple, c'est qu'elle a une économie de guerre. Mais je ne suis pas certain que c'est en divertissant tous ces moyens financiers vers la production de canons, de tanks, de missiles, de munitions qu'on prépare l'avenir. Moi, mon évaluation est totalement différente. Je pense que l'économie russe est profondément affaiblie par nos sanctions européennes. Je pense qu'elle est affaiblie dans la préparation de son avenir, parce qu'il y a moins d'étudiants qui sont en train de travailler, parce que vous mettez des ressources financières considérables sur la production de canons, plutôt que sur la production d'électrolyseurs ou de réacteurs nucléaires ou de recherche scientifique qui prépare l'avenir d'une nation, et que par ailleurs, pour avoir ces devises, elle est pieds et poings liés avec ses acheteurs, notamment la Chine. Et elle se place dans une situation de dépendance stratégique totale qui n'est pas bonne pour une grande nation. Pour moi, c'est ça la réalité de l'économie russe. Une économie qui perd pour l'avenir, une économie qui est dépendante de la Chine et une économie qui, du coup, a perdu sa liberté et sa capacité d'emprunt. Alors ensuite, quelles conséquences il faut en tirer ? J'en ai parlé tout à l'heure, il y a une conséquence majeure à tirer de la guerre en Ukraine. Nous devons être indépendants en matière de production énergétique. Et voyez bien qu'au-delà de la guerre en Ukraine, un des grands changements qui résultent de la crise du Covid, puis de la guerre en Ukraine, mais également de ce qui se passe au Proche-Orient, c'est une mondialisation totalement différente, où chacun veut produire ses biens les plus stratégiques chez soi, pour ne pas courir le risque demain de ne plus avoir de gaz de la Russie parce qu'il y a un conflit, ou de ne plus avoir de pétrole du Moyen-Orient, parce que demain, il y a une extension du conflit israélo-palestinien au reste du Moyen-Orient. Nous devons être indépendants. Indépendant, ça veut dire produire son énergie, ça veut dire décarboner son énergie, ça veut dire renoncer aux énergies fossiles. Alors je sais que c'est difficile. Tout le monde a besoin du gaz encore aujourd'hui. Quand j'augmente les taxes sur le pétrole, sur l'essence, croyez-moi, la réaction est très forte en France parce que les véhicules continuent à être des véhicules thermiques. Mais il faut que nous soyons indépendants des énergies que nous ne produisons pas.
Et il faut enfin, c'est la dernière conséquence à tirer, réorienter nos partenariats stratégiques. Dans le fond, pour vous parler avec cœur, il faut retrouver ses amis. Il faut retrouver le Maroc. Parce que nous avons ce lien très fort, historique, et que nous sommes en confiance. Et que c'est toujours mieux de bâtir avec un peuple avec qui on est en confiance, avec qui on a une histoire commune, sur des sujets aussi stratégiques que l'énergie. Sinon, vous prenez des risques que vous risquez de payer très cher par la suite. Ah, pardon. Si vous permettez, parce que je veux un peu de diversité, on va demander à M. Bassou qui va nous parler d'Afrique. Très rapidement, Monsieur le ministre, si vous permettez, je vais grouper un peu les questions. Allez-y, si Bassou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de votre exposé et bienvenue parmi nous. Je suis Abdelhak Bassou, je suis Senior Fellow au Policy Center et je suis également professeur affilié à la Faculté de gouvernance et des sciences économiques et sociales. Nous avons évoqué deux choses, c'est-à-dire ce futur partenariat maroco-français donc en matière d'énergie et également un pays qui a été à l'origine donc de la crise de 2022, la Russie. Je voudrais vous parler de l'arrivée des Russes au Sahel. Là où se trouve également de grandes surfaces, un grand espace pour ces champs donc d'énergie à la fois éolienne et solaire. Donc, comment voir cette coopération maroco-française au prisme de cette intervention russe au Sahel? Merci. Je vais vous répondre rapidement, parce que sinon je n'aurai pas le temps de répondre à toutes les autres questions. C'est une question très pertinente. Je pense que ça justifie de renforcer encore plus les relations entre la France et le Maroc. On voit bien qu'au Sahel, les choses sont difficiles. Je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, donc je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le sujet, mais la situation a été compliquée. On a des mouvements radicaux qui continuent à gagner du terrain, qui sont probablement aidés par des puissances étrangères. Raison de plus pour renforcer nos relations amicales, diplomatiques, économiques entre la France et le Maroc. Si je prends un tout petit peu de recul pour revenir sur ce que je vous disais sur la mondialisation a basculé. Vous étiez dans une mondialisation heureuse, facile, pacifique, et nous sommes rentrés, vous êtes rentrés dans une mondialisation conflictuelle. Dans une mondialisation conflictuelle, il faut choisir ses partenaires et ses amis. Et vous voyez bien que la Chine regroupe ses partenaires et ses amis, les États-Unis regroupent leurs partenaires et leurs amis, mais il faut que la France et l'Europe fassent pareil. Et parmi les partenaires et amis absolument stratégiques, il y a le Maroc. Faites confiance, personne ne veut vous piéger quand vous donnez toujours bonne. Non, j'essayais juste de voir si elle était activée. Bon, merci beaucoup. Merci pour votre intervention, Monsieur le Ministre. Bienvenue au Maroc. Merci pour votre présentation qui est très importante et pertinente. Ma question est la suivante. Est-ce que le partenariat Maroc-France peut également avoir un impact géopolitique plus large que sur l'Europe ou la région d'Afrique? Parce que, en effet, le Maroc cherche aussi à davantage élargir son influence, son image à l'échelle mondiale. Donc, est-ce que vous pensez que ce projet-là sera plus bénéfique à la France ou bien encore davantage plus pour le Maroc? Comment perçoyez-vous ce rapport de force dans ce projet commun qui va sans doute aussi aider les deux pays à élargir leur domaine de collaboration? Merci, Monsieur le Ministre. Pour moi, un bon partenariat n'est pas fondé sur le rapport de force. Un bon partenariat permet de construire une force commune qui vous permet de résister à la concurrence, à la compétition avec des forces qui sont adverses, voire parfois hostiles. Donc le bon partenariat, c'est celui où tout le monde y retrouve son compte. J'ai beaucoup parlé d'énergie, mais dans le domaine des transports, dans le domaine du train, dans le domaine de l'industrie automobile, dans le domaine de l'aéronautique, il faut que ce partenariat soit parfaitement positif pour tout le monde.
Et positif, en particulier pour les jeunes. Si vous faites de la politique, c'est pour préparer les nouvelles générations, ce n'est pas pour vous. C'est pour offrir des opportunités aux autres, et en particulier aux jeunes. Je donne un exemple. Tout à l'heure, avec le ministre du Budget, nous avons parlé de la Coupe du Monde 2030. C'est un projet incroyable qui va braquer tous les regards de la planète sur le Maroc. Nous allons mettre en place une coopération entre la France et le Maroc, spécifiquement sur la Coupe du Monde 2030, pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des partenariats économiques ensemble sur ce sujet. Vous allez bâtir, je crois, le plus grand stade de la planète. Enfin, c'est un projet qui est formidable pour des jeunes qui ont 18, 20 ou 22 ans. Stade de 120 000 places. Je ne savais même pas que c'était possible. Centaines de millions d'euros d'investissement. Il faudra des transports, il faudra des liaisons satellites, il faudra de la restauration, il faudra de l'hôtellerie, il faudra de la préservation de l'environnement, il faudra de l'énergie. Enfin, vous imaginez le nombre de chantiers à échéance 2030, vous commencerez sans doute à travailler à ce moment-là, qui vont s'offrir pour vous. Ça fait un partenariat qui va mettre une lumière positive sur le Maroc, et on espère bien que ça permettra aussi de renforcer notre coopération économique. Bonjour Monsieur le Ministre, Yahya Chbimoukid, première année à la VSES. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence. C'est un honneur de recevoir un homme de votre stature à la faculté. Ma question se porte sur le problème de la désindustrialisation et toutes ses conséquences sur l'emploi et la croissance économique en France. Vous parlez de désertion industrielle en dénonçant les patrons français qui s'installent dans des pays comme le Maroc. On peut citer le cas de Stellantis, Renault, qui emploie une grande partie des Marocains dans le Nord et à Kenitra aussi. Sauf que cette dynamique n'est pas qu'unilatérale. Il y a des entreprises marocaines qui investissent aussi en France. Je peux citer le cas d'Intelsia, qui est une entreprise marocaine qui est le premier employeur à Dreux. Donc vous êtes venu avec le MEDEF pour parler de partenariat économique avec monsieur le ministre de l'Industrie Riyad Messour, un ministre qui favorise justement ces investissements étrangers. Donc je voulais vous demander quelle est votre vision et votre position actuelle sur la désindustrialisation en France et comment le Maroc... est-ce que le Maroc constitue une menace? Alors la réponse est non. En tout cas, c'est une excellente question. C'est vraiment une excellente question. Ça fait 20 ans que je suis engagé en politique. Et j'observe depuis beaucoup plus de temps encore, depuis une quarantaine d'années, une désindustrialisation de masse en France, qui est un échec économique et qui est un reniement culturel. La France a toujours été une grande puissance agricole et une grande puissance industrielle. Les trois grandes nations européennes qui ont porté la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, c'est dans l'ordre chronologique la Grande-Bretagne, puis l'Allemagne, puis la France. Et pendant un siècle, entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, nous avons industrialisé, ouvert des usines, et ça a été toute une part de l'histoire nationale. Boulogne-Billancourt, Renault, la création des fusées, du TGV, le nucléaire, ce sont des aventures industrielles, des aventures scientifiques et des aventures humaines. Quand vous allez dans l'est de la France, vous avez encore toutes ces maisons d'ouvriers qui ont gagné cette maison à la sueur de leur front, qui ont travaillé, qui l'ont transmis à leurs enfants, qui sont eux-mêmes allés travailler dans l'usine ensuite. C'est toute cette histoire qui a été saccagée. Je dis bien saccagée. L'industrie, c'était 20% de la richesse nationale au début des années 80. Aujourd'hui, c'est à peine 10%. On a divisé par 2 la puissance industrielle de la nation française. C'est une faute politique et c'est une faute humaine. La conséquence de ça, d'ailleurs, c'est la montée des extrêmes dans notre pays. Pour moi, c'est une des grandes raisons de la montée des extrêmes en France. J'ai été pendant 15 ans élu justement près de Dreux, à Évreux, dans l'Eure, dans un département qui était totalement industrialisé. Il y avait tous les sous-traitants de Renault. Tout a fermé, toutes les usines ont fermé, et mon département a basculé au Rassemblement national. Ma circonscription a basculé au Rassemblement national. Donc nous avons pris ce problème à bras-le-corps avec le président de la République en disant qu'il faut impérativement réindustrialiser le pays. Et pour réindustrialiser le pays, il faut prendre des décisions qui sont difficiles.
La première décision à prendre, c'est baisser la fiscalité sur le capital. Alors quand vous baissez la fiscalité sur le capital, mais ici j'ai affaire à des économistes et des gens avisés, tout le monde vous dit vous faites des cadeaux aux riches. Ben non, je fais des cadeaux à l'industrie. L'industrie, c'est lourdement capitalistique. Que ce soit l'industrie automobile, la transformation du véhicule thermique au véhicule électrique, c'est des dizaines de milliards d'euros d'investissement. L'industrie du numérique, de l'intelligence artificielle, c'est des centaines de milliards d'euros d'investissement. Donc si vous avez une fiscalité pénalisante sur le capital, vous tuez votre industrie. Ces décisions que nous avons prises en 2017, elles sont fondamentales. La deuxième série de décisions que nous avons prises, c'est de former des jeunes. Parce que les métiers de l'industrie, plus personne ne voulait aller y travailler. On a relancé, par exemple, la filière de formation des métiers nucléaires, les soudeurs nucléaires, les chaudronniers, les techniciens de maintenance. Il a fallu en former des milliers et des milliers. Quand vous construisez des nouveaux EPR, c'est des chantiers où il y a des dizaines de milliers de personnes dessus, mais on n'avait pas les compétences. Elles avaient disparu. On avait torpillé la filière du nucléaire. Il n'y avait plus de projets. Les jeunes ne s'orientaient plus vers le nucléaire. Nous avons relancé la filière et recréé une filière de formation d'ingénieurs, de soudeurs, de techniciens de maintenance. Enfin, la troisième chose, c'est que nous avons fait des choix sur un certain nombre de filières industrielles. On n'a pas voulu se disperser. On a dit on va investir dans un certain nombre de filières industrielles qui vont permettre la réindustrialisation de la nation française pour qu'elle redevienne une grande puissance industrielle. Et là, la politique change tout. Je le dis pour tous ceux qui voudraient faire de la politique ici, la politique change encore la donne. Nous avons décidé, par exemple, avec mon homologue allemand, à l'époque c'était Peter Altmaier, de créer une filière des batteries électriques. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas une batterie électrique produite en France. À l'heure où je vous parle, il va y avoir 4 gigafactories de batteries électriques en France, toutes dans le Nord, représentant d'ici 5 ans 20 000 emplois industriels et produisant 200 000 batteries électriques par an. Donc c'est bien la preuve qu'on peut changer la donne, réindustrialiser si on prend les bonnes décisions fiscales, de formation et de choix de filière. Batteries électriques, nucléaire, je l'ai cité avec 6 nouveaux EPR, hydrogène vert, pompe à chaleur, éolienne, panneaux photovoltaïques, biotechnologie, voilà les grandes filières industrielles que nous avons relancées avec le président de la République. Et ça donne des résultats. Nous avons ouvert pour la première fois en France depuis 30 ans 600 usines. C'est la première fois depuis 30 ans, représentant plus de 100 000 emplois industriels. Alors maintenant, je pose la question de savoir, est-ce que ça se fait contre d'autres pays et comment est-ce qu'on fait avec le Maroc? Mais je vais vous parler très librement, on en parle avec les autorités marocaines. Et quand je dis qu'il faut une renaissance de la relation économique franco-marocaine, je mets l'industrie dedans. Mais simplement, il faut se parler librement, en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire au Maroc et qu'est-ce qu'on va faire en France? Il ne faut pas que ce soit un conflit, il faut que ce soit un partenariat. Il ne faut pas que ce soit uniquement les grandes entreprises qui décident. Il faut que ce soit les gouvernements qui sereinement se disent voilà ce qu'on peut faire ici au Maroc, voilà ce qu'on peut faire en France, voilà là où on a les compétences, là où on a les ingénieurs, voilà quelle usine on veut ouvrir. Et c'est ce partenariat moi, que je veux construire. On peut très bien se dire tel type de véhicule, ils seront bâtis à Tanger, construits à Tanger, et d'autres seront bâtis à Belfort, ou à Douai, ou à Maubeuge, ou dans d'autres sites industriels français. C'est comme ça qu'on fait un vrai partenariat, en discutant, pas en essayant de prendre la substance chez l'un ou chez l'autre, mais en répartissant les tâches, les compétences, les usines. Donc pour conclure, parce que votre question, pardon d'avoir été un peu long, mais elle est fondamentale, la réindustrialisation, elle doit se faire main dans la main dans un partenariat franco-marocain. Très bien. Une question au fond, après je reviens vers vous. Bonjour Monsieur le Ministre. J'aimerais aussi vous souhaiter la bienvenue au Maroc. Donc moi, ma question, elle concerne... j'aimerais aussi me présenter. Je suis étudiant à l'université en master à la FGSES. Et ma question, elle concerne ce que vous avez évoqué tout à l'heure en ce qui concerne l'hydrogène vert et le nouveau partenariat qu'il y a entre l'Union européenne et le Maroc. Et donc, moi, je vous pose cette question après avoir vu un reportage Arte il y a quelques mois en ce qui concerne l'hydrogène. Est-ce que c'est vraiment l'énergie du futur? Et donc là, on voit que la France et l'Union européenne sont en train d'endiguer les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, le Maroc, mais aussi
d'autres pays de l'Union européenne comme l'Italie ou l'Allemagne. Et on n'est pas encore sûr est-ce que c'est vraiment l'énergie de l'avenir. Et on n'est pas sûr du pari à prendre. Et les plus perdants en ce qui concerne ce partenariat, je considère que c'est nos pays à nous, puisque les installations de production énergétique vont être au Maroc et en Algérie et dans d'autres pays. Le deuxième point abordé dans le reportage, c'est la perte énergétique dans la production d'hydrogène. Il y a une perte énergétique de plus de 50%. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos-là? Alors, je salue la qualité des questions, parce que dis donc, c'est pointu, précis et juste. C'est une vraie question. On a fait le pari de l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas la solution miracle. D'abord, ça n'est pas, vous le dites très bien vous-même, ce n'est pas une énergie en tant que telle, ce qui permet de stocker et ensuite de décarboner. On a une question à laquelle je vais vous dire très simplement et avec beaucoup d'humilité que je n'ai pas de réponse, c'est le coût final de la production d'un kilo d'hydrogène. Je veux bien que tout le monde s'y met, les États-Unis s'y mettent, l'Australie s'y met, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite s'y mettent. Tout le monde voit bien que c'est un des éléments clés pour décarboner les sites industriels les plus polluants, mais le business case, pour parler en bon français, il n'est pas encore tout à fait établi. Et j'ai des évaluations qui vont de 1,5 € le kilo d'hydrogène vert produit jusqu'à 4 ou 5 € le kilo d'hydrogène vert produit. Dans un cas, vous passez économiquement, ça peut être rentable. Dans l'autre, vous oubliez, ça ne marchera jamais. Donc, comme toute technologie très innovante et très nouvelle, il y a encore des incertitudes sur la solidité économique du recours à l'hydrogène. Donc attention, parce que je me méfie de ces Eldorado un peu faciles où tout d'un coup on a l'impression qu'il suffit de produire de l'hydrogène vert en masse pour que tout d'un coup vous puissiez décarboner tous les sites industriels. Je pense que c'est plus compliqué. Il y a peut-être d'autres types d'hydrogène qui peuvent être utilisés, l'hydrogène blanc, peut-être d'autres matières, l'ammoniac, qui peut aussi être utilisé différemment pour décarboner des sites industriels. Donc je pense que nous sommes dans une période où il ne faut pas vendre des illusions aux gens, pas prétendre que l'hydrogène vert sera la solution miracle, parce que je ne le sais pas. Je pense simplement que c'est une option technologique très intéressante, sur laquelle il faut se positionner, parce que si vous ne vous positionnez pas dès le départ, à la fin, il n'y en a plus pour vous. Et puis après, on verra au fur et à mesure des recherches, des développements, ce qui est possible économiquement, ce qui est soutenable financièrement et ce qui est réaliste d'un point de vue scientifique. Peut-être deux rapides questions. J'ai la pression des équipes du ministre. Et chez nous, on cherche sur l'hydrogène. Donc il y a la recherche qui est fondamentale et on a beaucoup de collègues qui essaient de trouver évidemment des innovations dans ce domaine. Allez-y, mais rapidement. Et on va grouper deux questions, si vous permettez, Monsieur le ministre. Donc, mon nom est Ali Baniaya, doctorant en sciences économiques et justement en économie de l'hydrogène. Monsieur le ministre, vous avez exprimé avec beaucoup de clarté et de volontarisme la nécessité d'une renaissance éclatante des relations franco-marocaines, autour notamment d'une coopération énergétique forte. C'est une démarche honorable qui s'inscrit dans un pragmatisme pur, dans l'intérêt éminent de nos deux nations. Vous conviendrez toutefois qu'une telle dynamique ne saurait se dispenser de consistance et de cohérence. Monsieur le ministre, ma question est simple. Nous entendons votre enthousiasme au sujet du million d'hectares qui seraient disponibles pour construire des centrales photovoltaïques et éoliennes, votre enthousiasme au sujet de la ville de Dakhla. En conséquence, monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il serait temps pour votre gouvernement, une bonne fois pour toutes, d'acter la pleine et juste reconnaissance de la souveraineté marocaine, de ce Sahara dont vous espérez tant sur le plan énergétique et économique? Merci, monsieur le ministre. La même question? Allez-y. Ça, vous auriez pu aller plus vite, mais c'est pas grave. Bonjour Monsieur le Ministre, Maxence Camus, je suis étudiant en échange de Sciences Po Paris. Comme vous, je suis roi, je viens du Vaudreuil. Ma question en fait porte sur l'hydrogène vert et la Russie. Alors, fin 2022, le gouvernement russe
a ratifié un traité avec le Maroc concernant le nucléaire. Alors 14 points ont été traités, notamment le dessalement de l'eau, la construction de centrales nucléaires. Ma question est assez simple. À terme, en fait, dans le cadre d'un partenariat entre l'Europe et le Maroc, y a-t-il un risque en fait que l'on achète de l'hydrogène qui a en partie été produit grâce à la Russie, et comment considérez-vous ce risque? Alors sur la deuxième question, je vais être très bref. D'aider sur la première. Non mais sur la première, je vais vous dire. La réponse à la première, ce sera vos applaudissements dont je transmettrai la ferveur au président de la République et à toutes les autorités françaises. Comme ça, je pense que le message sera entendu au-delà de la Méditerranée. Et pour le reste, il y a un ambassadeur, il y a un ministre des Affaires étrangères, donc je n'irai pas plus loin, mais vos applaudissements étaient très éloquents. Sur la question de la Russie, donc je reviens à la deuxième question. Sur la question de la Russie, il faut bien distinguer la Russie, l'État russe, la nation russe et le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel est un gouvernement autoritaire qui a agressé un peuple libre et une nation libre qui est l'Ukraine. Donc on ne va pas ouvrir de nouvelles coopérations avec un gouvernement qui a eu ce comportement-là, qui a enfreint nos règles et nos valeurs les plus fondamentales. Après, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quelle sera la situation en Russie? Je n'en sais absolument rien. Et la Russie, je le redis, est une grande nation, un grand État avec lequel nous avons eu des relations très fortes pendant des siècles. Donc pour le moment, le régime actuel interdit tout type de coopération. Et je pense qu'il est absolument essentiel, comme on a peu de temps, la question énergétique, elle est immédiate. Il faut produire tout de suite. Vous êtes spécialiste de l'économie d'hydrogène, on va avoir besoin de vos analyses. Moi, j'ai besoin de savoir demain si vraiment c'est rentable ou pas, quel choix je fais. Parce que la singularité de l'énergie, dans tous les domaines que je traite, tous les domaines économiques, il y a une singularité dans l'énergie, c'est que vous vous engagez pour des décennies. Vous pouvez vous planter sur un site industriel automobile, hein. Vous ouvrez un site automobile, vous faites une Zoé, ça ne marche pas. Bon, la Zoé est une très bonne voiture, hein, je le précise, mais bon, ce n'est pas dramatique. Mais si vous vous plantez sur vos choix énergétiques, qui vous engagent pour 60 ans, 70 ans, 80 ans, là c'est dramatique. Et donc nous aurons besoin de vos analyses pour savoir exactement ce qui est rentable, ce qui ne l'est pas, ce qui est opportun, ce qui ne l'est pas, ce qui vraiment est utile, ce qui l'est un peu moins. Je me méfie par-dessus tout des effets de mode. J'aime les analyses scientifiques, rigoureuses, solides, documentées, à la fois sur la puissance qu'on peut dégager, mais également sur le coût que cela représente. Donc de ce point de vue-là, je préfère aujourd'hui bâtir avec le Maroc, parce que je bâtirai en toute confiance. Puis la Russie, on verra d'ici quelques années. Merci. Merci à toutes et à tous de votre accueil. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Et l'avantage du monde académique, c'est ses méthodes. Et donc, on peut mettre de la méthode dans les sciences dures, mais on peut aussi mettre de la méthode dans le dialogue. Et je pense sur la première question, c'est pas inintéressant. Et on a des bonnes coopérations avec votre ambassade ici. Je vais vous demander, on se lève pour la photo, et vous regardez là-haut.